Le 25 mai 1977, 32 salles de cinéma à travers les États-Unis acceptèrent de projeter un film que toute l'industrie considérait comme une curiosité de niche. Les grandes chaînes avaient refusé. La plupart des exploitants l'avaient exigé en lot obligatoire avec un autre film qu'ils préféraient vraiment. Ce film s'appelait simplement Star Wars. Pas d'épisode 4, pas d'un nouvel espoir. Juste Star Wars. 47 ans plus tard, ce film original, le seul jamais projeté dans ces 32 salles dubitatives en mai 1977, était officiellement introuvable, supprimé. Remplacé, George Lucas lui-même avait effacé sa propre première version, jusqu'à ce qu'une archive retrouve quelque chose d'impossible. Restez jusqu'au numéro 1. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là, parce que ce qui suit va réécrire ce que vous pensiez savoir sur l'un des films les plus importants jamais réalisés. Voici 17 révélations sur l'histoire secrète de Star Wars. Numéro 17. Avant que la 20e Century Fox dise oui, tout le monde avait dit non. United Artists. Universal. Chaque grand studio d'Hollywood avait reçu le scénario de George Lucas et était arrivé à la même conclusion. Un opéra spatial avec des droïdes, des extraterrestres et une force mystique. Ça ne se vend pas. Trop bizarre. Trop enfantin. Trop coûteux. Universal avait pourtant financé American Graffiti de Lucas en 1973 et encaissé 115 millions de dollars sur un budget de 777 000 dollars. Peu importait. Fox finit par accepter, mais pas par enthousiasme. Un cadre dirigeant dit à peu près textuellement à Lucas : « Je ne comprends pas ce projet, mais je vous fais confiance. Ce n'est pas une décision artistique, c'est un pari personnel sur un nom. » Fox avait tellement peu de foi dans le film qu'elle laissa Lucas négocier des droits qu'elle considérait sans valeur. Ce fut l'erreur commerciale du siècle. Numéro 16. Le tournage de Star Wars faillit tuer le projet avant même qu'il soit terminé. En Tunisie, où l'équipe filmait les séquences de Tatooine, une tempête de sable sans précédent cloua la production pendant plusieurs jours. Du jamais vu dans la région selon les habitants locaux. Les costumes de droïdes tombaient constamment en panne. Les acteurs étaient ouvertement sceptiques. Alec Guinness regardait le plateau avec une perplexité à peine dissimulée. Les responsables de Fox débarquèrent à Londres pour évaluer la situation en cours de tournage au studio Elstree. Ce qu'ils virent les alarma. Lucas communiquait à peine avec son équipe. Les journées se terminaient systématiquement avec moins de plans tournés que prévu. Le studio envisagea sérieusement d'arrêter. Ce ne fut pas la dernière crise. Numéro 15. Quand George Lucas comprit qu'aucune société d'effets visuels existante ne pouvait réaliser ce qu'il voulait, il en créa une. Industrial Light and Magic naquit en 1975 dans un entrepôt au 6842 Valjean Avenue, Van Nuys, Californie. Zone industrielle ordinaire. Banlieue quelconque. Le nom lui-même vient d'un plan de zonage municipal. Lucas vit que l'adresse était classifiée Light Industrial et nomma sa compagnie en conséquence. Zéro prestige, zéro tradition. L'équipe initiale, des étudiants en art, des techniciens autodidactes, des passionnés sans CV notable. Ensemble, ils inventèrent la Dixtraflex, la première caméra à contrôle informatisé pour le cinéma, capable de reproduire à l'identique des mouvements complexes autour de maquettes immobiles. Star Wars nécessitait plus de 360 plans d'effets visuels. Ils les livrèrent. ALM devint ensuite le studio d'effets le plus influent de l'histoire du cinéma. Jurassic Park, Les Avengers, Avatar. Tout ça depuis cet entrepôt. Numéro 14. Le son de Star Wars n'existait pas avant Ben Burtt. 26 ans fraîchement diplômé, recruté par Lucas avant même le début du tournage. Sa mission ? Créer les sons d'une galaxie qui n'existe pas, à partir d'objets du monde réel. Il passa des mois à enregistrer tout ce qu'il trouvait. Le bourdonnement d'un sabre laser, la combinaison du ronronnement d'un vieux moteur de projecteur de cinéma avec les interférences électromagnétiques d'un téléviseur en panne. Burt promenait le micro dans l'air pour simuler le mouvement de la lame. La respiration de Dark Vador, Burt lui-même soufflant dans un détendeur de plongée sous-marine, traité ensuite pour lui donner son caractère mécanique. Les tirs de blaster, une clé à molette frappant un câble de didage tendu. Avant Star Wars, la science-fiction habillait ses gadgets de sons électroniques abstraits. Burt leur donna une texture physique, organique, charnelle. Ce choix redéfinit à lui seul l'esthétique sonore de la science-fiction pour les 50 années suivantes. Pas une exagération. Un fait. Numéro 13. En 1975, George Lucas avait un scénario et aucune image. Les dirigeants de Fox lisaient les mots mais ne visualisaient pas le film. Lucas fit appel à un illustrateur industriel peu connu, Ralph McQuarrie, et lui commanda 5 peintures représentant des scènes clés. Tatooine avec ses 2 soleils, l'intérieur de l'étoile noire, un combat de sabre laser, la cantina. Ces peintures changèrent tout. Fox les vit et comprit. Alec Guinness raconta que c'est en contemplant l'une d'elles, celle de Luke Skywalker immobile devant les soleils jumeaux, à l'horizon, qu'il accepta le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Un jeune homme regardant vers un ailleurs infini. Quelque chose dans ce regard le convainquit. McQuarrie ne fut jamais célèbre du grand public. Il mourut en 2012. Mais sans ces 5 peintures, la Fox n'aurait jamais signé le chèque. Et vous ne seriez pas là ? Numéro 12.
En 1977, la musique de science-fiction suivait un seul modèle, synthétiseur, sons électroniques, futurisme sonore. 2001, l'Odyssée de l'espace avait imposé cette esthétique une décennie plus tôt. Tout le monde suivait. George Lucas voulut l'exact opposé. Un orchestre symphonique complet, dans la tradition des grandes fresques hollywoodiennes des années 30 et 40. Il engagea John Williams, qui venait de composer Les Dents de la Mer, pour Steven Spielberg. Williams enregistra la partition avec le London Symphony Orchestra en mars 1977, 6 semaines avant la sortie du film. Ce que personne n'anticipait, le thème principal de Star Wars atteignit la 10e place du Billboard Hot 100, un morceau d'orchestre classique en plein milieu des charts pop, en 1977. Williams gagna l'Oscar de la meilleure musique originale. Et la mode de la musique électronique pour la science-fiction ne s'en remit jamais. Numéro 11. Harrison Ford n'était pas censé jouer Han Solo. Il était censé poser un parquet. Ford, qui n'avait pas décroché de rôle significatif depuis American Graffiti, gagnait sa vie en faisant de la menuiserie et de la charpente dans les bureaux de Francis Ford Coppola, au Samuel Goldwyn Studio de Los Angeles. Il se trouvait là, outil à la main, le jour où George Lucas s'installa dans les mêmes locaux pour débuter ses auditions de Star Wars. Le directeur de casting Fred Ross demanda à Ford de rendre service, lire les répliques face aux acteurs qui se présentaient. Pas pour auditionner, juste pour donner la réplique aux autres. Ford lut avec plus de 100 acteurs. Lucas l'observa. La nonchalance, l'autorité naturelle, l'humour sec sans effort visible. Il vit Han Solo. Ford fut payé 1 000 $ par semaine pendant le tournage. 10 000 $ au total. Il n'avait aucun contrat pour les suites. Pour l'Empire contre-attaque, il reçut 100 000 $. Pour le retour du Jedi, 500 000. Et pour le réveil de la Force en 2015, environ 20 millions. Tout ça est parti d'une porte qu'il n'a jamais fini d'installer. Numéro 10. La voix la plus reconnaissable de la culture populaire mondiale ne figura pas au générique de Star Wars lors de sa sortie originale, en 1977. Anonyme. James Earl Jones, comédien de scène et de cinéma accompli, dont une nomination aux Oscars en 1970 avait salué une carrière naissante brillante, enregistra l'intégralité de ses dialogues de Dark Vador en 2h30 le 1er mars 1977. Rémunération totale. 7 500 $. Jones demanda lui-même à ne pas être crédité. Raison invoquée, David Prowse, l'acteur britannique qui portait le costume de Vador sur le plateau, avait fourni tout le travail physique. Jones estimait que sa propre contribution vocale n'était qu'un effet spécial, comme si quelqu'un d'autre avait prêté une couche de peinture à une sculpture que Prowse avait sculptée. Il répéta la même démarche pour l'Empire contre-attaque. Son nom n'apparut au générique que dans Le Retour du Jedi, en 1983. Prowse, lui, apprit que sa voix avait été intégralement remplacée en regardant le film terminé en salle. Il n'avait pas été prévenu. Numéro 9. Alec Guinness méprisait Star Wars. Ses journaux intimes sont sans équivoque. Il trouvait le scénario absurde, les dialogues indigents, le genre lui-même infantile. Il accepta le rôle d'Obi-Wan, pour une seule raison, l'argent. Et il négocia mieux que quiconque. Son contrat lui garantissait 2,25% des recettes nettes du film. Mark Hamill et Carrie Fisher avaient signé pour 0,25% chacun. Harrison Ford pour 0,25% chacun. Quand Star Wars devint le film le plus rentable de son époque, Guinness comprit l'étendue de ce qu'il avait signé. À sa mort en 2000, ses revenus cumulés issus de la franchise dépassaient 85 millions de $, plus que l'ensemble de ses 40 autres films réunis. Pour un rôle dans un film qu'il qualifiait d'infantile. L'ironie est parfaite. Numéro 8, voici la transaction. George Lucas avait négocié un salaire de réalisateur de 500 000 $ pour Star Wars. Il rappela Fox et proposa de le ramener à 150 000 $. 350 000 $ de moins. En échange, il voulait conserver les droits sur toutes les suites et tous les produits dérivés. Fox accepta sans hésiter. En 1975, les droits dérivés d'un film de science-fiction ne valaient rien. Jouets, affiches, t-shirts, de l'argent de poche, pas un empire. Noël 1977, Kenner, qui avait obtenu la licence des figurines, n'avait pas eu le temps de produire quoi que ce soit. Sa solution ? Vendre des boîtes vides, l'Early Bird Certificate Package, une boîte à quelques dollars contenant un certificat promettant la livraison ultérieure de 4 personnages, fut vendue à 600 000 exemplaires. Les enfants ouvrirent leurs cadeaux de Noël et trouvèrent du carton. L'année suivante, Kenner réalisa 100 millions de dollars de ventes de jouets Star Wars. Lucas avait renoncé à 350 000 $. Il vendit Lucasfilm à Disney en 2012 pour 4,05 milliards. Numéro 7. Biggs Darklighter meurt dans la tranchée de l'Étoile Noire. Ce pilote rebelle, juste avant la victoire finale. Si sa mort ne vous a jamais beaucoup ému, c'est normal. Vous ne le connaissez pas. Dans le film que Lucas avait imaginé, vous l'auriez connu depuis le début. Une longue séquence tournée à la station Tosh établissait Luke et Biggs comme les meilleurs amis du monde. Biggs partait rejoindre la rébellion, Luke restait sur Tatooine.
La promesse de se retrouver planait sur toute la suite. Ces scènes existent. Elles sont dans les archives, visibles depuis la sortie Blu-ray de 2011. Lucas les coupa au montage pour accélérer le démarrage du film. Résultat, Biggs n'est qu'un visage dans la bataille de Yavin. Sa mort ne pèse rien. Le film que vous avez vu est celui qui a survécu au montage, pas celui que Lucas avait tourné. Numéro 6. La première version complète de Star Wars était, selon les témoins directs, difficile à regarder. Steven Spielberg la trouva laborieuse. Brian De Palma quitta une projection privée sans enthousiasme. Lucas, épuisé, tellement absorbé par des années de production qu'il n'arrivait plus à voir le film avec des yeux neufs, fut hospitalisé pendant la post-production pour douleurs thoraciques sévères, diagnostic, hypertension aiguë et crise d'anxiété. Il avait 32 ans et tout misé sur ce film. 3 monteurs intervinrent pour sauver ce qui pouvait l'être. Paul Hirsch, Richard Chew et Marcia Lucas. Ils restructurèrent le rythme, élaguèrent des séquences entières, remirent des scènes dans un ordre qui donnait enfin du sens à l'ensemble. La version arrivée en salle en mai 1977 était méconnaissable par rapport au montage primitif. Les 3 monteurs gagnèrent l'Oscar du meilleur montage. Spielberg était convaincu cette fois-ci. Numéro 5. Dans la version originale de Star Wars, Han Solo tire en premier. Il rencontre le chasseur de primes Greedo dans la cantina de Mos Eisley. Il dégaine. Greedo meurt. C'est expéditif, froid, amoral. Et c'est exactement ce qui fait de Han Solo un personnage magnétique. Vous ne savez pas s'il est le héros ou le danger. Sa décision de revenir sauver Luke dans la tranchée de l'Étoile Noire a du poids précisément parce que vous avez vu de quoi il est capable au début. En 1997, pour la sortie des éditions spéciales, Lucas modifia numériquement la scène. Greedo tire en premier désormais. Han ne fait que répliquer. 2 secondes de changement, Harrison Ford déclara que ça n'avait aucun sens. La controverse dure depuis près de 30 ans. La version originale de 1977, celle où Han tire en premier, n'a jamais été officiellement remise en distribution depuis cette modification. Jusqu'à très récemment. Numéro 4, ce que peu de gens mentionnent vraiment, c'est que la fin de Star Wars, la bataille de l'Étoile Noire, la séquence qui a fait lever des générations entières de leur siège, n'existe grâce à son épouse. Marcia Lucas, monteuse qui venait de travailler avec Scorsese sur Taxi Driver, prit en charge la séquence finale. Ce qu'elle trouva dans le montage primitif était une séquence d'action sans tension, pas de compte à rebours, pas de menace croissante sur la base rebelle pendant que Luke volait dans la tranchée. Les X-Wing fonçaient vers l'Étoile Noire, et le spectateur n'avait aucune raison de retenir son souffle, parce qu'il n'y avait rien qui se perdait en parallèle. Marcia reconstruisit la séquence depuis le sol. Elle instaura le montage entre la tranchée et la salle de commandement rebelle, les annonces du délai restant, l'Étoile Noire qui approche de Javin. Elle dit à George, « Si le public ne se lève pas quand Han Solo revient sauver Luke au dernier moment, le film ne marche pas. » Il se leva. Ce n'est pas tout. C'est aussi Marcia Lucas qui proposa de tuer Obi-Wan Kenobi. Dans la version de travail du scénario, Kenobi survivait au duel avec Vador et s'enfuyait avec les héros. Marcia pensa que ce n'était pas juste, que le maître devait mourir pour que le disciple grandisse vraiment. Lucas résista d'abord, puis accepta. La mort d'Obi-Wan est aujourd'hui l'une des scènes les plus importantes de toute la saga. Marcia ne la réclamait jamais. C'est la sienne. Numéro 3. Le film que vous connaissez sous le titre Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir n'existait pas en 1977. Le film sorti le 25 mai de cette année s'appelait Star Wars. Pas de numéro d'épisode, pas de sous-titres. Le générique défilant s'ouvrait sur Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, sans la mention épisode 4, ni un nouvel espoir au-dessus. La raison, Lucas n'était pas certain de faire une suite. Fox estimait que l'allusion à un épisode précédent inexistant serait trop déroutante pour le grand public. Ce n'est que le 10 avril 1981, 4 ans après la sortie originale, 1 an après l'Empire contre-attaque, que le sous-titre épisode 4, Un nouvel espoir, fut rétrospectivement intégré au générique défilant. Lucas avait alors décidé qu'il y aurait une saga complète, qu'Anakin Skywalker était le vrai sujet de toute l'histoire, que le film de 1977 n'était que le prologue d'une épopée bien plus vaste. Il réécrivit le passé pour préparer l'avenir, et personne ou presque ne remarqua le changement. Numéro 2. Depuis 1997, depuis la sortie des éditions spéciales avec leur Jabba Hutt en images de synthèse, leurs séquences rajoutées numériquement, et Greedo qui tire en premier, la version originale de Star Wars de 1977, n'a plus jamais été officiellement distribuée. George Lucas avait déclaré à plusieurs reprises que les éditions spéciales constituaient la version définitive de son travail. En 2004, il dit à l'Associated Press « Je suis désolé que vous ayez vu un film à moitié terminé et que vous en soyez tombé amoureux, mais c'est la version telle que je voulais qu'elle soit. » Selon ses propres mots, la version de 1977 était un brouillon. Pendant 47 ans, le Star Wars de 1977, avec Han qui tire en premier sans Jabba numérique, sans épisode 4, au générique, resta introuvable en projection publique officielle. Puis, en juin 2025,
Le British Film Institute retrouva dans ses archives une copie 35 mm Technicolor de la toute première distribution britannique du film, parfaitement préservée, non altérée. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, apparut en personne pour l'introduire. Elle plaisanta « Ce que vous allez voir n'est pas illégal ». Et pour la première fois en 47 ans, le vrai Star Wars de 1977 fut projeté devant un public. En 2027, pour le 50e anniversaire du film, la version originale revient en salle. Le Star Wars sans retouche. Celui d'avant les éditions spéciales. Celui d'avant, un nouvel espoir. Celui que 32 salles dubitatives avaient accepté de projeter un 25 mai 1977. Celui que son propre créateur avait effacé. Numéro 1, 11 millions de dollars investis. 775 millions récoltés en salle. 4,05 milliards payés par Disney pour racheter Lucasfilm en 2012. Plus de 20 milliards générés par les produits dérivés de la franchise depuis 1977. Ce sont les chiffres. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ils ne disent pas qu'une femme a refait la fin dans une salle de montage, a sauvé la séquence de l'étoile noire, a suggéré la mort la plus emblématique de la saga, et que son nom a mis des décennies à être correctement cité. Ils ne disent pas qu'une voix enregistrée en 2h30 pour 7500 $ est devenue l'une des voix les plus reconnaissables de la culture humaine, et que son propriétaire a refusé d'être mentionné au générique par humilité. Ils ne disent pas que le film a failli ne pas exister, que des studios l'ont refusé, qu'un réalisateur a été hospitalisé, qu'une version primitive était trop mauvaise à regarder. Ils ne disent pas que la version que vous avez vue n'est pas le film de 1977, que le film de 1977 a été supprimé pendant un demi-siècle